De parole. Après, donc, le directeur général de l'ENA, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, surtout du président de la République, chef de l'État, qui lui-même avait imprimé cette vision de moderniser l'administration publique. Et aujourd'hui, les signes sont là. Et voilà, le chef de l'État va prendre la parole. Et nous allons vous laisser suivre les garants de la nation. Prenez place, s'il vous plaît, merci. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, Monsieur le directeur général de l'École nationale de l'administration, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un motif de profonde satisfaction de prendre la parole à l'ouverture de la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait de la refondation et de l'amélioration de la qualité des services publics l'un des axes les plus structurants de mon action. Au début de ce second quinquennat, j'ai pris devant la nation un engagement explicite qu'aucune Congolaise et aucun Congolais, où qu'ils vivent sur notre territoire, ne soit privé de services publics dignes de ce nom, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de la fiscalité ou de l'administration territoriale. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. C'est le sens des décisions que nous avons prises pour consolider la gratuité de l'enseignement primaire, lancer progressivement la couverture santé universelle et notamment la gratuité des accouchements et des soins des nouveau-nés, entériner
le doublement des rémunérations des militaires et des policiers, assurer le versement régulier des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et depuis mai 2025, les militaires et les policiers sont intégrés au régime spécial de sécurité sociale de la CNSAP, avec des cotisations partagées à hauteur de 8% pour l'État et 4% pour l'agent, et une protection renforcée couvrant la retraite, les risques professionnels et les prestations familiales. Cette extension sécurise leur avenir social et reconnaît leur service à la nation en leur offrant une protection enfin à la hauteur de leur engagement. Au cœur de cette démarche, il y a une conviction simple. La force d'un État se mesure aussi à la qualité du service qu'il rend concrètement aux plus humbles de ses citoyens. En lançant ces conférences annuelles des services publics, je souhaite que nous regardions ensemble la réalité en face, sans détour. Notre devoir est de reconstruire des services publics proches, efficaces et justes, qui traitent chaque citoyen, du militaire au paysan, de la veuve au jeune diplômé, avec la même considération et la même exigence de qualité. C'est à cette condition plutôt que la République sera crédible lorsqu'elle parle de dignité, de patriotisme et de contrat social. C'est ainsi que, loin des polémiques et des manipulations malsaines venant des ennemis de la République, nous démontrerons que notre seule boussole est la dignité des Congolaises et des Congolais, et que la réforme des services publics n'est pas un slogan, mais un devoir de justice sociale déjà à l'œuvre, même si le chemin qui reste à parcourir reste exigeant. Depuis des années, nos compatriotes expriment la même aspiration, être traités avec dignité, accéder à des services fiables, être considérés non comme des mendiants des services, mais comme des ayants droit. Trop souvent, ils ont trouvé en face d'eux des lenteurs administratives souvent injustifiées, des tracasseries voulues et entretenues, des pratiques illégales, parfois un mépris silencieux. Il n'est plus question de nous accommoder de ces dysfonctionnements. C'est pour rompre avec cette logique que j'ai souhaité que le ministère en charge de la fonction publique porte dans sa dénomination, comme dans ses missions, non seulement la gestion administrative des agents de l'État, mais surtout le pilotage de la modernisation de l'administration publique et de l'innovation du service public. Aucune réforme sérieuse ne peut se limiter aux carrières et aux avantages des agents, aussi légitimes soient-ils. La raison d'être du service public, c'est l'usager, le citoyen, l'entrepreneur, le policier, le militaire, l'étudiant, la mère de famille, le paysan, le jeune en quête de repères. C'est à partir de son expérience que nous devons juger collectivement de la réussite ou de l'échec de nos politiques administratives. Les conférences annuelles des services publics que nous ouvrons aujourd'hui constituent à cet égard une innovation majeure. Pour la première fois, en effet, sont réunis dans un même lieu les responsables des services de l'État, les acteurs de la société civile et les représentants du secteur privé pour réfléchir ensemble à l'avenir du service public congolais et à la qualité des prestations que nous offrons à nos populations.
Ce mouvement doit se poursuivre, s'amplifier et se structurer. Nous n'avons pas le droit de céder à la résignation, ni à ce conservatisme silencieux qui, à force d'habitude, s'est érigé en norme. Chaque époque impose à ses serviteurs publics une responsabilité particulière, refuser la fatalité, transformer les contraintes en opportunités et faire de l'action publique, un instrument d'espérance collective. C'est cet objectif qui devrait guider notre action. Réformer les services publics, ce n'est pas changer quelques organigrammes. C'est revoir en profondeur nos standards et nos pratiques. Et je suis conscient que ce n'est pas une tâche facile. Cependant, tous mus par l'objectif d'un nouveau paradigme pour notre pays, devrions y arriver. Au cœur de ce chantier se trouve l'École nationale d'administration. L'ENA n'est pas une simple institution de formation. Elle doit être un laboratoire d'excellence où se conçoivent et s'expérimentent les nouvelles pratiques administratives, un creuset d'éthique où l'on apprend que servir l'État, c'est d'abord servir l'intérêt général et surtout un lieu de renouvellement des élites publiques plutôt, ouvert sur les réalités des provinces, sur les exigences de la transition numérique, sur les standards internationaux de bonne gouvernance. Les services publics de la République doivent désormais être engagés résolument sur plusieurs fronts. La dématérialisation des démarches pour réduire les files d'attente, les déplacements coûteux, les contacts propices à la corruption et offrir partout où cela sera possible des procédures en ligne, traçables et sécurisées. La proximité, l'accessibilité, la disponibilité pour renforcer la présence de l'État au plus près des citoyens, notamment dans les territoires longtemps marginalisés, afin que la carte des services publics ne soit plus le reflet des inégalités géographiques. La circulation rapide et sécurisée de l'information pour mettre fin à la culture du secret injustifié, renforcer la transparence et permettre à chaque usager de suivre l'état de sa demande. Le respect strict des délais pour passer d'une administration qui prend acte à une administration proactive, qui répond à temps, qui assume ses responsabilités, y compris en cas de refus motivé. L'amélioration du rapport qualité-coût pour mieux utiliser chaque franc public, lutter contre les redondances et les gaspillages et veiller à ce que les services offerts soient à la fois efficaces et soutenables. La simplification et l'agilité afin de réduire les procédures inutiles, harmoniser les exigences entre services et faire de l'administration un partenaire de la vie économique, non un obstacle. Sur ces bases, il est indispensable que chaque service public fasse l'objet d'une évaluation régulière, débouchant, selon les cas, sur des sanctions positives, promotion, incitation, valorisation, ou négatives, correction, redéploiement, sanctions disciplinaires. L'ère de l'impunité administrative doit appartenir au passé. Pour accompagner efficacement cette mutation, j'ai instruit la création d'un fonds dédié à l'innovation et à la modernisation de l'administration publique, destiné à soutenir des incubateurs d'idées innovantes au sein des administrations et financer des projets pilotes de digitalisation et de simplification.
Je veillerai personnellement à ce que les réformes engagées autour de l'ENA et au sein de la fonction publique se poursuivent, se consolident et s'inscrivent dans la durée. Il en va de la crédibilité de notre administration, mais aussi de la confiance que nos partenaires placent en nous. Je ne doute pas que vos échanges feront émerger des propositions fortes à même de nourrir cette vision et de dessiner les contours d'une transformation durable, profonde et irréversible de notre service public. Je compte sur chacune et chacun de vous pour faire de ces assises un véritable laboratoire d'idées, alliant rigueur de réflexion, audace de réforme, innovation responsable et sens aigu de l'intérêt général. Je vous invite à aborder ces travaux avec abnégation, pragmatisme et un haut sens du devoir du service public. Ensemble, engageons-nous à poser les jalons d'une administration plus proche de nos concitoyens, plus efficace dans son action, plus transparente dans sa gestion et plus créative dans les solutions qu'elle apporte aux défis du pays. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la première édition des conférences annuelles des services publics de la République démocratique du Congo et formule le vœu que vos travaux débouchent sur des décisions concrètes, suivies et évaluées dans le temps. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'était le mot, l'adresse du président de la République. Orientation, son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui s'est engagé dans la réforme de cette administration qui se fait aujourd'hui compétitive. Et c'est le volet modernisation et innovation qui nous retient ici parce que beaucoup d'actions ont été menées, il faut le reconnaître. Il a donné vie à ces ministères, il a fait taire... Nous pouvons encourager le VPM, s'il vous plaît. Merci. Voilà, il a fait taire toutes les manifestations de protestation. Ces ministères s'appelaient Golgotha. Aujourd'hui, on parle carrément de la fonction publique, un bâtiment qui revit. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le chef de corps constitué de la République, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques en RDC, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui est un grand jour.
Un grand jour qui va s'inscrire en lettres d'or dans les annales de notre administration publique. Un grand jour pour nos services publics. Un grand jour porteur d'espérance pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons décidé d'opérer un choix entre l'autoflagellation et la détermination d'aller de l'avant. Le choix entre l'abdication et le courage de réformer. Le choix entre les laisser tomber, l'inertie et la rage de vaincre, la volonté de changer, de mieux faire, de prendre un nouveau chemin. La tenue de la première édition des conférences annuelles du service public, un cadre inédit dédié à l'examen rigoureux, critique et prospectif de la qualité de service public en République démocratique du Congo, sonne la cloche de l'amorce d'une nouvelle ère dans le secteur public de notre pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, du haut de cette tribune, très respectueusement, saluer la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et lui exprimer toute ma gratitude, qui est à la fois celle de tous les agents et de tous les usagers de services publics, d'avoir accepté de présider personnellement cette activité, malgré les lourdes charges qui pèsent sur ses solides épaules en cette période où, justement, le service public sont mis à rude épreuve, surtout dans la partie est de notre pays, qui subit depuis maintenant quelques années une agression lâche, barbare et irresponsable de la part d'un voisin visiblement aigri, foncièrement méchant, dont l'hostilité désormais assumée ne surprend plus personne. Alors même que les accords de paix ont été signés, accords auxquels notre pays a loyalement adhéré, dans l'espoir de préserver les vies humaines et de donner une chance à la paix dans la région, l'ennemi a choisi une nouvelle fois la ruse, la duplicité et la trahison. Et son action sur la ville d'Ouvira en est la preuve la plus récente et la plus flagrante. Derrière cette occupation, des cortèges de souffrances. Ces souffrances ne sont pas que des chiffres. Ce sont des vies fauchées. Ce sont des visages froissés, des femmes violées, les enfants qui dorment à la belle étoile, dépossédés de leur innocence, de rêves brisés, des villages entiers déplacés, des familles errant sur leur propre sol comme des réfugiés, des hommes et des femmes qui meurent chaque jour parce que Congolais et parce qu'un homme, oui un homme, a choisi la barbarie à la place de la paix. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est que le peuple congolais est un peuple vaillant, courageux, qui ne se laisse pas impressionner par de telles velléités bellicistes. Chaque nation a une âme. L'âme de la RDC, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité, c'est la fraternité. Et chaque peuple a un esprit. L'esprit du peuple congolais, c'est l'esprit de résistance,
et de quête permanente de justice. Nous avons résisté hier, nous résistons aujourd'hui, nous résisterons demain, encore et encore et encore, jusqu'à la victoire finale. Nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire national à quiconque, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Derrière notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la nation congolaise n'abdiquera pas. Terra Marikwe, nous défendrons notre pays. Nous défendrons aussi nos services publics. Nous défendrons notre patrie. Nous défendrons notre souveraineté jusqu'à ce que l'enfer gèle. Je voudrais clore ce chapitre parenthèse en me tournant vers vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, prière de me le pardonner. Lorsqu'il s'attaque à nos populations et occupe nos terres, lorsqu'il massacre de paisibles citoyens, lorsqu'il viole nos mères, nos sœurs, dans le Kivu, notamment, ce n'est pas vous qu'il vise. Ce n'est pas la tête du président que vous êtes qui les intéresse. Ils ont commencé leur macabre entreprise de décennies bien avant votre avènement. Nul n'est dupe. Ce qu'ils veulent, c'est en réalité tuer la RDC. Donc, du devoir de chaque comme tout autre intérêt. Mais aussi et surtout la paix sociale. Paix sociale, en particulier ce qui concerne la fonction publique, en faveur de tous les agents publics de l'État, on s'est compris les agents servant sous les drapeaux, qui sont désormais, conformément à vos instructions, pris en charge socialement par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la CENSAP. L'objectif ici, qui est ici poursuivi, est celui de ne plus jamais permettre que les agents de l'État en général et ceux qui ont fait les choix courageux de servir comme soldats ou policiers en particulier soient clochardisés et délaissés pour compte, n'ont pas peur de mots, notamment lorsqu'ils sont blessés ou mis à la retraite. À partir de janvier 2027, grâce à la nouvelle politique salariale, qui sera accompagnée notamment d'un règlement portant équivalence des grades, le processus de changement de traitement des femmes et des hommes en uniforme va connaître une accélération comme jamais vue dans l'histoire de ce pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans ces contextes de lutte, de résilience et de quête de dignité que nous devons plus que jamais renforcer l'État dans toutes ses dimensions, ainsi que vous l'avez toujours indiqué. Car oui, un pays en guerre, un pays agressé, a d'autant plus besoin d'une administration solide, efficace, moderne, capable de servir et de protéger ses citoyens. C'est là l'essence profonde de votre 6e engagement, repris dans le programme d'action du gouvernement, à savoir les renforcements de l'efficacité des services publics à tous les niveaux. C'est là l'essence profonde des réformes que nous menons. C'est là l'esprit dans lequel s'inscrivent ces conférences annuelles du service public qui vont se succéder dans le temps. Les progrès réalisés ces dernières années
modernisation du cadre juridique, identification biométrique des agents et publication des annuaires nominatifs et numériques des fonctionnaires, relance des départs à la retraite, rajeunissement compétitif et qualitatif, assainissement des effectifs, digitalisation, révalorisation de la carrière du fonctionnaire, politique salariale et amélioration progressive de conditions socio-professionnelles des agents, promotion de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale constituent une base solide pour la relance de services publics de qualité en faveur des usagers. Mais une évidence persiste. Nos services publics fonctionnent souvent sans beaucoup de considération sur la qualité des prestations servies aux usagers. Le ministère de la fonction publique, que j'ai l'honneur de diriger, dans le cadre de sa mission relative à l'innovation du service public, a donc la responsabilité, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, d'orienter, de soutenir et d'inciter l'ensemble des services publics à adopter, conformément à la vision du chef de l'État, une culture d'efficacité, de responsabilité, d'innovation et de résultats, aussi bien dans leur fonctionnement que dans la manière dont ils fournissent des prestations aux usagers. Fort de l'expérience enregistrée dans la certification au management de qualité ISO 9001 des deux institutions sous ma tutelle, en l'occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la CNSAP, et l'École nationale d'administration, l'ENA, nous sommes plus que jamais déterminés à insuffler ces vents de l'excellence et de la qualité dans toutes les structures publiques délivrant les services publics à nos concitoyens. Dans le cadre de cette mission, il s'agira, conformément à la loi, de mettre en place, dès l'année 2026, des outils efficaces pouvant permettre de suivre, d'évaluer et d'inciter tous les organismes, services et établissements publics à s'aligner sur les critères fondamentaux d'évaluation d'un service public dont le respect n'est aucunement optionnel, mais impératif, car conditionnant la légitimité du service rendu et surtout sa qualité perçue par l'usager. Concrètement, il s'agira de voir systématiquement dans quelle mesure nos services publics, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, assurent leurs activités dans le respect notamment de principes d'évaluation relatifs à, premièrement, la proximité et de l'accessibilité. Ces critères nous rappellent qu'un service public doit être physiquement ou numériquement à la portée des citoyens. Sans accessibilité, il n'y a point de service. C'est le sens des efforts engagés en faveur de la décentralisation, la digitalisation et même la politique portée par le programme des 145 territoires, chers à votre Excellence. Deuxièmement, la participation et la consultation. Il s'agira ici désormais de voir les efforts d'ouverture, de redevabilité et de transparence des différents services publics vis-à-vis des usagers. Les usagers
ne sont pas des simples bénéficiaires. Ils sont partenaires de l'action publique. Leurs avis, leurs plaintes, suggestions doivent orienter l'amélioration continue. Les syndicalistes dans la fonction publique ont toujours bien résumé cette pensée. Ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Cette ouverture ne devrait absolument pas être perçue comme de la cogestion, mais plutôt un ingrédient pour l'efficacité de l'action publique, un mécanisme favorisant la redevabilité et les retours d'expérience sur lesquels se construit les renouveaux ou l'innovation continue. Troisièmement, la transparence et l'information. La transparence n'est pas une option administrative, c'est un droit citoyen. Chaque usager doit savoir à quoi s'attendre, quels documents fournir, dans quel délai et à quel coût. Quatrièmement, la célérité et le respect des délais de réponse, car le temps du citoyen a de la valeur. Les retards répétés détruisent la confiance envers l'État. Nous allons devoir instaurer des délais standards obligatoires et un système de contrôle de performance. Cinquièmement, la fiabilité et la confidentialité des informations. Car l'ère du numérique exige une gestion rigoureuse des informations personnelles, ainsi que toutes les données que l'usager met à la disposition de l'administration pour obtenir une prestation. Il faut, sur ces sujets, une déontologie irréprochable. Un service public digne de ce nom doit protéger les données de l'usager et garantir la fiabilité des informations délivrées. Ces critères ne doivent plus rester théoriques. Ils doivent devenir des normes effectives, observables et mesurables dans chaque service public. Et c'est pour cela que sont aujourd'hui lancées les conférences annuelles du service public. À travers ces concepts, l'objectif assumé est celui d'encourager la créativité administrative, promouvoir les solutions digitales, valoriser les innovations portées par les administrations et créer des incubateurs d'idées adaptés à nos réalités. Des prix du service public seront décernés dès 2026 pour récompenser les services publics les plus performants. Un mécanisme continu de suivi de la satisfaction des usagers sera mis en place grâce à des outils numériques, des enquêtes de terrain et des tableaux de bord de performance, et un accès facilité au financement sera aussi mis en place afin d'inciter l'innovation au sein de tous les services publics de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, les conférences annuelles du service public que vous lancerez aujourd'hui ne sont donc pas un simple événement. Elles deviendront un rituel institutionnel, un espace de diagnostic, de comparaison, de créativité et de responsabilisation. Ce que nous construisons aujourd'hui est plus grand qu'un simple cadre de discussion. C'est le socle d'un nouveau contrat entre l'État et les citoyens.
Je remercie nos partenaires techniques et financiers, mais aussi nos partenaires privés pour leur accompagnement. Nous savons que la tâche ne sera pas facile, mais je voudrais bien finir mon propos en citant, comme souvent, cette pensée de Sénèque qui corrobore parfaitement avec la force mentale de votre autorité. Je cite, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Fin de citation. Cette pensée, Excellence, Monsieur le Président de la République, trouve une résonance particulière dans votre action à la tête de notre pays. Vous avez osé là où beaucoup avant vous ont reculé. Vous avez tenu là où d'autres ont cédé à la compromission. Vous avez affronté l'adversité, là où certains ont choisi la facilité. Vous avez osé dire non à l'agression et à l'humiliation de notre nation, en défendant sans ambiguïté la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République, même lorsque le prix à payer est lourd, même lorsque la pression est immense. Vous avez osé affronter l'inertie, les résistances internes, les intérêts établis, parce que vous avez fait les choix courageux de préparer l'avenir plutôt que de gérer l'immobilisme. C'est parce que vous avez osé, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le Congo avance. C'est parce que vous osez que l'État se redresse. Et c'est parce que vous osez que l'espoir renaît. Et parce que vous avez osé en premier, soyez rassurés que derrière vous, Excellence, il y a un gouvernement engagé, avec à sa tête la Première ministre Judith Suminwa. Derrière vous, il y a toutes les institutions de la République. Derrière vous, il y a une administration en mutation. Derrière vous, il y a un peuple résilient, conscient que le chemin difficile sont souvent ceux qui mènent à la dignité et à la grandeur. Au nom du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je réaffirme notre engagement total à traduire votre vision en actes concrets, mesurables et durables, afin que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse ressentir dans son quotidien la présence utile, protectrice et efficace de l'État. Un État qui rend des services publics de qualité à tous les usagers, sans aucune discrimination. Atako Umela Yabutu, Tongo et Kotana, Moipe et Kobima. Que vivent les conférences annuelles du service public, que vive l'innovation du service public et que Dieu protège à jamais la République démocratique du Congo, son peuple et son président. Je dis et je vous remercie. La République démocratique du Congo, son peuple et son président. J'ai aimé l'adage dont le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique a fait mention tout à l'heure en prenant cette maxime de Sénèque.